Merci Faustine pour cette introduction. Alors, du coup, je vais enchaîner. Alors, dites-moi, normalement, je vais présenter mon écran. Hop là, comme ça, on sera sûr que ça fonctionne. Ok. Voilà. Oula, c'est un peu Inception. Alors, donc voilà, normalement, vous devriez voir mon petit PowerPoint. Donc, alors, je suis ravi de passer effectivement 1 heure avec vous pour discuter des observables. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Jérémy André, donc actif sur Malte depuis quelques temps. Et surtout, je suis développeur front spécialisé dans le développement d'applications hybrides. Donc, en général, mon stack tourne autour de Angular, React, Ionic et ce genre de choses. Node pour le back-end. Donc, voilà, principalement des choses qui tournent autour de JavaScript. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai proposé à Faustine de faire un talk sur les observables? Tout simplement parce que je pense que c'est une manière de faire qui est parfois un peu mal comprise ou qui peut faire aussi peur, parce que, par exemple, quand on voit qu'il y a 150 opérateurs différents pour les observables, on a tendance un petit peu à se dire, bon, bah non, c'est pas pour moi, je vais rester dans ma zone de confort avec les promises, ce genre de choses. Et en fait, c'est dommage parce que je me suis aperçu après plusieurs projets où j'ai privilégié le fait de garder les promises, qu'en fait, avec les observables, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que tu pourrais mettre ton diaporama en plein écran pour qu'on puisse bien voir si tu penses que c'est possible? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, attends, je vais même essayer. Parfait. Alors, hop, partager. Avec les deux, c'est bien. Oui, il va revenir. Hop là. Ouais. Hop. Donc voilà, alors donc on a vu pourquoi les observables. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail ce que c'est que les observables. Alors en fait, les observables, c'est un flux de données, c'est-à-dire c'est un streaming de données qui vont arriver donc à la manière d'un WebSocket, par exemple, une fois toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, etc. Et donc en fait, ça va nous permettre de ne pas rester statique dans notre gestion des données, mais de pouvoir mettre à jour l'application en permanence par rapport aux nouvelles données qui arrivent. Donc, on peut comparer ça à quelque chose qu'on connaît tous. On connaît tous les promises, donc qui permettent d'effectuer des opérations de manière asynchrone, comme récupérer des informations depuis un API ou ce genre de choses. Et il y a quelque chose de fondamental dans la différence d'approche entre les observables et les promises, c'est que pour les promises, on va être dans la philosophie du push, c'est-à-dire qu'en fait, on va attendre que l'information soit disponible et ensuite elle va nous être envoyée. Alors qu'avec les promises, on va être plutôt dans une architecture type pool, c'est-à-dire, aucun rapport avec les gallinacées, qu'on va récupérer les données à chaque fois qu'on en aura besoin. Donc forcément, on a tous en tête, par exemple, les push notifications. Voilà, c'est pas votre téléphone qui fait des requêtes toutes les 10 secondes à Gmail ou Facebook pour savoir si vous avez des notifications. Hop là. Je bois un coup d'eau, c'est Facebook qui, quand il a une nouvelle notification, push la data vers votre device. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental si on veut comprendre les observables et la différence avec les promises. Donc, je vais parler un petit peu plus en détail des observables avant qu'on passe à la mise en application. Donc, alors, il y a deux types d'observables, les observables hot et les observables cold. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup par rapport à ça. C'est en fait l'image de la radio et du CD. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allumez la radio, vous tombez sur la chanson au même moment que tous ceux qui allument la radio à ce même instant. Alors que quand vous mettez un CD, si vous vous rappelez ce que c'est, vous allez voir qu'en fait, chaque personne va avoir son CD qui commence au moment où elle le met dans le lecteur et elle joue sur Play. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a certaines observables qu'on va vraiment récupérer et qui vont nous transmettre un statut commun à tout le monde, et d'autres observables où on va recommencer le cheminement, entre guillemets, de A à Z à chaque fois. Donc une observable, elle peut avoir, alors c'est pas vraiment des états, mais en gros, on a trois états fondamentaux. Ça va être next, en fait. Next, ça va nous permettre de passer la valeur suivante. Donc voilà, si j'ai mon observable qui commence à 1,
je la next ensuite à 2, je vais voir s'afficher 2 sur mon interface. On peut définir d'une observable, dire qu'elle est complete, auquel cas on arrêtera ensuite côté interface d'écouter cette observable. Et on a aussi une observable qui peut être en statut error. Donc ça aura effectivement aussi, ça va bloquer donc la suite des écoutes et typiquement c'est un peu comme un complete mais qui en plus génère une erreur. Donc voilà pour ces points-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Faustine sera très contente de me les passer, je serai très contente d'y répondre. Et ensuite, donc les observables, on peut les utiliser en fait pour tout type de données, c'est-à-dire on peut les utiliser par exemple pour un API, mais aussi pour un champ input, c'est-à-dire que si j'ai un champ texte dans lequel je vais pouvoir écrire par exemple un mot-clé pour faire une recherche, ce genre de choses, et ben ça peut être considéré comme une observable qui, en l'occurrence, dans le cas d'un champ input, va m'envoyer à chaque fois comme valeur la dernière valeur que j'ai tapée sur le clavier. Donc, mettons, si je cherche car en anglais, donc C-A-R, je vais avoir une notification en me disant que la lettre est C, ensuite C-A et ensuite C-A-R. Donc ça va pouvoir ensuite me permettre d'aller faire ma recherche avec le mot-clé. Donc ça, c'est très sympathique, on verra pourquoi plus tard. Alors, bon, déjà, le premier cas d'usage des observables, c'est effectivement pour les actions qui vont être asynchrones et ça va être une alternative au promise. Alors là, j'ai fait un schéma un petit peu compliqué, mais pour vous montrer en général ce qu'on a comme organisation. Donc, par UI, j'entends notre interface. Donc voilà, ça va être vraiment le front de notre application qui va montrer les informations à l'utilisateur, qui va être connecté. Alors en fait, on appelle ça un store. Le store, c'est ce qui va gérer les différents états des variables. Donc, par exemple, si j'ai une liste de produits, je vais la récupérer directement depuis le store, qui, lui, va faire appel au service pour aller effectivement récupérer cette liste de produits, effectivement, peut-être ajouter d'autres requêtes, par exemple, aller chercher le créateur de ce produit, ce genre de choses, merger plusieurs requêtes ensemble. Et j'aime bien aussi avoir un service dédié à l'API qui va directement chercher les datas. Et ça, on verra plus tard en quoi c'est utile de compartimenter comme ça notre organisation. En fait, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible. Donc voilà, on reviendra un petit peu sur ce schéma. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, le store va envoyer les datas à UI une fois que UI aura subscribe, donc ce sera abonné au store. C'est-à-dire que naturellement, pour que je puisse recevoir les datas, il faut que je sois abonné. Ça, c'est classique, c'est la même chose que si vous vous abonnez à un magazine ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a vu que les observables étaient intéressantes pour remplacer les promises. Et alors, surtout, c'est là où je trouve vraiment les observables vraiment fantastiques, c'est qu'en fait, elles nous permettent de mieux gérer les données au sein de notre application. C'est-à-dire d'avoir une source de données unifiée. Et vu qu'on va être dans cette architecture de push, on aura la donnée qui sera immédiatement mise à jour sur tous les composants qui utilisent ce store. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique parce que voilà, on n'a pas besoin d'avoir un await qui va chercher les nouvelles datas à chaque fois qu'on load un composant ou quoi. On les aura instantanément. Et évidemment, les datas seront ISO, donc on aura vraiment la même chose. Donc ça, c'est vraiment top et on va voir plus tard comment on peut mettre ça en application. Et alors, un petit mot sur cette histoire de gestion des données. Globalement, donc j'ai travaillé sur pas mal de projets de développement front et je pense que la conclusion, entre guillemets, de tout ça, c'est que globalement, c'est toujours ce qui est le plus complexe à gérer dans une application. Et au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'on a de plus en plus de data à traiter, et ben, heureusement que les observables sont là pour nous aider dans cette tâche. Alors, le troisième point très important pour les observables, là où elles vont nous être utiles encore une fois, c'est qu'elles vont nous permettre de programmer donc plus efficacement grâce à ce qu'on appelle les opérateurs RxJS. Donc, vous en avez une centaine et qui vont nous permettre en fait de traiter le résultat avant qu'il soit transmis à la chaîne, par exemple transmis à votre interface. Donc, on verra ça plus en détail aussi avec des exemples de cas concrets. Mais pour vous citer quelques opérateurs, on a par exemple debounce time qui va faire en sorte de ne prendre qu'une valeur toutes les
selon le temps qu'on met, toutes les 500 millisecondes ou toutes les 20 secondes, voilà ce qui nous arrange. Distinct until change, qui va être aussi un opérateur qu'on va utiliser assez souvent, parce qu'en fait, c'est un opérateur qui va donc émettre un changement uniquement quand le contenu a changé. Parce qu'on peut tout à fait avoir une observable qui nous renvoie plusieurs fois le même résultat. Donc là, par exemple, si on a une observable qui nous renvoie 1, puis 2, puis encore 2, puis encore 2, puis 3, dans notre résultat, si on utilise distinct until change, on verra juste 1, puis 2, puis 3. Donc ça peut être intéressant lorsqu'il s'agit de mettre à jour les données et en optimisant vraiment le code. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu dans le dur du sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez, de votre côté, déjà créé une observable. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous êtes plutôt promise. Donc, voilà un petit peu la forme par laquelle on va créer une observable. Alors, on voit que c'est tout simple. On va tout simplement utiliser la classe observable. Donc, en définissant qu'on crée une new observable. Et res, en fait, ça va être notre subject, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on va suivre. C'est-à-dire que là, dans le code, si je log res, ce qui est tout à fait possible, eh ben, on va voir que res est égal à 1, puis à 2, puis à 3, et ensuite j'aurai un message m'indiquant que l'observable est terminé, que du coup, il n'y a plus rien à écouter. À savoir que si j'ai mon complete qui est avant un changement d'état, par exemple, si j'ai next 1 et ensuite j'ai mon complete, et ben, ni next 2 ni next 3 ne seront pris en compte. Donc voilà, ça veut dire que le complete va effectivement enrayer toute écoute de l'observable. Donc ça, c'est pour créer une observable. Ensuite, comment on l'écoute? Ben voilà, c'est tout simple. Là, vous voyez donc le ops qu'on a créé. On va simplement utiliser sa property subscribe, qui est une fonction qui va nous donner data. Et data, ce sera finalement donc la valeur souhaitée. Donc là, dans les logs, effectivement, on verra 1, 2, 3. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ces points. N'hésitez pas si vous souhaitez que je revienne sur certains points. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique des observables. Donc, on imagine, vu qu'on est tous sur Malte, qu'on a reçu une mission sur Malte. L'objectif, c'est de créer une liste de produits qu'on va importer depuis un API, de partager le nombre de produits dans le panier entre plusieurs composants et de mettre en place un autocomplete qui va utiliser RxJS. Alors, du coup, j'arrête de partager ma présentation. Hop là. Tac. Donc, la première étape, ça va être de partager les datas entre les différents composants. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, on a un store qui va, par exemple, avoir le nombre de produits dans le panier, qui va pouvoir nous envoyer les datas entre header et list. Hop là. Donc, j'arrête le partage pour partager Visual Studio. Hop. Donc, il y a Jérémy qui nous dit qu'il a déjà utilisé pour l'autocomplétion. C'est bien, c'est utile, hein. Moi, je trouve ça top. Alors, partage d'écran. Hop. Voilà. Donc là, normalement, vous verrez mon écran. Alors, donc on va lancer notre application. Tac. Et ensuite, on va aller sur la page. Donc, alors, pour cette application, j'ai pris une interface. Je suis parti d'un projet blanc Angular, auquel j'ai ajouté matériel Angular et hop là. Et plusieurs petites choses. Par exemple, donc dans les modules qui sont on va dire, natifs à Angular, donc on a React Forms module qui va nous permettre de gérer justement les changements d'état sur les formes, et Forms module qui va nous permettre de les afficher. Donc les deux sont très intéressants.
On a aussi un petit Browser Animation Module. Voilà, et comme on le voit, là, on va utiliser donc Material Slider Module. Tout ça, c'est des modules qui sont importés de Angular Material. Je ne sais pas si c'est une librairie avec laquelle vous êtes habitué à travailler, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt pratique. Donc, hop là, je vais partager une autre page. Alors, donc, là, vous voyez le rendu. Hop là, c'est pas ça. Je vais partager mes photos de vacances. Je vais partager l'écran. Ah, super, Théodore. Bon, bah, n'hésite pas si tu as des tips à nous donner ou des points que tu aimerais que j'évoque, ce sera avec plaisir. Alors, hop, donc on va... Alors, je vais partager l'intégralité de l'écran. Tac. Donc, voilà. Hop. Donc, ça, c'est notre interface de base. Donc, voilà, ça a été fait très rapidement. Et alors, on va reprendre, on va voir comment on va pouvoir partager les datas entre plusieurs composants. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer donc dans app.component comment est-ce qu'on a créé une observable, mais alors vraiment une observable toute simple. Donc voilà, comme je vous montrais ici au niveau des logs, donc on a create observable. On va juste faire quelques tests pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc, la première manière de créer une observable, c'est celle-ci. Je pense que c'est la... Hop là. Commentaire. Hop. Donc, on va voir dans les logs, si je mets par exemple 1, 4, 6, on va voir ce qui se passe. Tu as une question de Thierry qui demande « Est-ce que les observables sont propres à Angular ou aussi disponibles pour d'autres frameworks ?» Alors, c'est une très bonne question et j'aurais dû commencer par là. En fait, non, ce n'est pas spécifique à Angular en particulier, c'est-à-dire en fait, on peut les utiliser par exemple dans le cadre de React, et, sauf que, disons que React en fait fait un usage natif des observables. Avec Angular, on est plutôt dans un usage des observables qu'on va mettre en place nous-mêmes, qui est très compatible. Mais voilà, effectivement, on peut l'utiliser dans tout ce qui peut utiliser un module Node, parce que c'est tout simplement un module Node donc, créé par RxJS qui va nous permettre d'utiliser les observables. Donc voilà, si vous faites du React, si vous faites même du Vue, toute chose qui fonctionne avec TypeScript, avec JavaScript, et ben, vous pourrez utiliser les observables. Merci pour la question. Donc là, dans les logs, on voit bien qu'on a 1, 4, 6. Oula, pas voir la définition. Donc ça correspond à ce qu'on attendait. Et alors, attendez, hop. Et si je mets un complete, donc avant le dernier, hop là, je vais mettre ça en commentaire pour pas qu'on les voit. Donc normalement, on devrait avoir 1, puis 4, puis c'est tout. Donc là, effectivement, on voit que notre observable répond bien au complete. De même, si on lui met une erreur, donc mettons après le 1, hop. Et ben voilà, on voit donc qu'on a bien la première valeur, mais l'autre, malheureusement, les autres valeurs sont pas disponibles, mais par contre, on a ce qu'il nous faut, on a notre message d'erreur, error, bad timing, donc ça correspond vraiment au message qu'on a inscrit là. Donc maintenant, je vais vous montrer juste une autre forme de créer une observable. C'est en fait de les créer avec une suite de valeurs déjà prévues. Hop là, donc là, c'est ça que j'ai appelé forme 2. Donc on crée une deuxième observable qui s'appelle observable 2, et on va tout de suite lui donner les données. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il va créer une observable pour 1, 2 et hello. Alors comme c'est une observable et qu'on a vu que c'était un string de données, on ne va pas recevoir tout en même temps. Même principe, on va recevoir à chaque fois les datas les unes après les autres. 1, 2, hello. Et on voit que du coup, en fait, on peut envoyer un peu ce qu'on veut dans les observables, c'est-à-dire, je commence avec un number, et ensuite c'est une string. Donc voilà, il n'y a pas... Vous êtes vraiment
tout à fait libre de ce que vous envoyez. Alors, tac. Donc maintenant, on va effectivement passer à l'action et voir comment on va partager les datas entre nos différents trucs. Donc l'objectif, là, je vous le montre, c'est d'avoir effectivement le panier qui s'incrémente quand on ajoute des produits. Et maintenant, je vais revenir en arrière et on va voir ensemble comment on en est arrivé à cet état-là. Là. Donc, alors, routing, on est sur la page Shop Component. Donc là, pour le moment, les produits sont codés en dur. Alors, on va voir comment est fichue notre application. Donc, de base, en fait, ce qui est vraiment conseillé pour votre application, c'est de faire vraiment, on va dire, le plus de composants possible, qui soient au maximum réutilisables, et surtout qu'ils soient le plus indépendants possible les uns des autres. Parce que, donc, qu'est-ce qu'on a comme option actuellement donc sur Angular, si on veut transmettre les données vers un composant, on peut tout à fait utiliser input et output, il n'y a pas de problème en soi, sauf que du coup, ça va faire que le composant B va être dépendant du composant A. Donc ça, malheureusement, après, ça va nous poser des problèmes quand on va chercher à débugger, et dans tous les cas, un problème d'autonomie du composant, parce qu'il sera obligé d'être attaché au composant A. Donc après, vous pouvez avoir un méta-composant qui va inclure plusieurs composants, mais bon, moi, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique d'avoir du coup votre composant, d'avoir chaque composant, en fait, qui va pouvoir accéder au même data source que les autres composants. Donc, l'objectif, en fait, c'est de centraliser la donnée pour ensuite décentraliser les composants. Là, je peux les ajouter, les enlever, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez sur mon écran qu'on a au moins 3 composants. Donc, on a AppShop Header, AppShop Filter, et ensuite, on a une liste de produits. Donc, en fait, là, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on va pouvoir agir entre notre header, qui du coup va représenter notre panier, et notre liste ici. Alors, tac, donc, à tout carte. Alors, tac, donc je reprends le shop filter, shop header. Hop là. Donc là, en fait, on va faire ce qu'on appelle donc un store, et on a vu qu'on l'avait appelé cart store. Hop là. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, en fait, le store, c'est l'endroit où, du coup, on va centraliser les données. Centraliser les données qu'on va utiliser. Et alors, ça, c'est un petit conseil. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de toujours connecter votre UI au store, qui vont s'occuper uniquement de vous transférer la donnée, et de connecter le store lui-même aux services qui vont traiter la donnée en amont. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois, voilà, les stores, en fait, ça va vraiment être la dernière pièce, ou plutôt l'avant-dernière pièce du puzzle que vous allez contacter depuis votre interface. Alors, hop, donc là, on a créé une interface qu'on appelle Product, avec un nom, une description, un prix et une image. Et on va créer, donc, du coup, notre premier observable, plutôt notre subject, qui sera un behavior subject. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc, alors, pourquoi j'utilise le signe $ à la fin du nom? Bah, c'est tout simplement une convention qui voilà, quand on utilise un behavior subject ou un subject, on utilise ça. Alors, donc, je définis là que c'est un behavior subject. Comme je vous l'ai dit, on va voir une petite seconde à quoi ça sert. Qui donc va contenir en fait une liste de produits. Voilà, c'est un panier tout simple. Et donc, on est obligé de l'instancier. Alors, behavior subject, hop, et on va définir comme value, on va lui définir un array vide, par exemple. Comme ça, voilà, on aura notre donnée qui est tout de suite utilisable. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ici un behavior subject plutôt qu'un subject? Mais tout simplement parce qu'en fait, le behavior subject, il va me transmettre la dernière data qui a été émise. Sachant qu'en fait, une observable, donc comme on l'a vu, elle envoie des datas au fur et à mesure. Mais si vous commencez à observer une observable alors qu'elle a déjà envoyé sa data,
et ben vous allez devoir attendre éventuellement qu'elle renvoie la data, ou alors vous allez tout simplement ne jamais mettre à jour votre interface. Et ça, grâce à Behavior Subject, en fait, bah, on a, donc là, j'aurai la dernière data qui a été envoyée avant même que je subscribe à ce subject. Donc, alors voilà qu'on a notre subject. Donc en fait, c'est ça qu'on va utiliser tout au long de notre application pour afficher donc le carte. Donc on voit qu'on l'utilise, hop là, applica, nanana, nanana, nanana. Tac, donc carte store. Donc je retourne sur mon shop. Hop là. Hop, hop, hop. Donc, alors, excusez-moi, je reprends ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou des remarques ou des points que vous aimeriez que je voie, il n'y a pas de problème. Alors, donc, hop, on repasse dans notre shop header. Hop. Donc là, en fait, on va avoir, donc ça c'est la première, je vais enlever le pipe ici. Ça c'est la première illustration en fait de notre carte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc subscribe aux data en utilisant le store tout simplement. Donc voilà, on récupère notre variable carte et on lui subscribe. Et donc à chaque fois qu'elle sera mise à jour, on a les items et la liste d'items qui va être changée. Donc ça c'est très pratique parce que bon bah du coup par exemple au chargement, on va pouvoir tout de suite avoir le nombre d'items qui sont dans notre panier. Hop là. Donc on voit qu'on devrait avoir la même chose. Hop là. Donc là voilà. Donc ensuite, maintenant, comment on va interagir entre ces différents composants, mais tout en faisant en sorte que l'information soit partagée. Parce que là, on voit bien que dans Shop Header, voilà, à part l'observable, on n'a rien d'autre. Hop. Voilà. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Tu as une question de Jérémy qui demande « J'ai souvent entendu qu'il était conseillé de unsubscribe les observables, notamment undestroy. Pourquoi? Est-ce gourmand en ressources ?» Tout à fait. Alors en fait, une observable, elle va continuer à écouter ce qu'on lui donne comme information jusqu'au moment où on va unsubscribe. Alors effectivement, en plus c'est une opération toute simple. Donc, comment on va faire si on veut unsubscribe, donc par exemple, là, pour la liste des éléments du carte, en fait, derrière, ça va nous permettre d'éviter justement des problèmes de memory leak, puisque typiquement, un composant, là, si je shop header, en fait, il va pouvoir être recréé à chaque fois, théoriquement, qu'on part de la page et qu'on revient sur la page. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir beaucoup d'observables qui vont être générés, alors que finalement, je n'en aurais pas l'utilité. Donc, effectivement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir donc this.currentOps. On va créer une variable dans notre composant qui va s'appeler currentOps. Et je vais te montrer comment on fait pour unsubscribe. Donc, on va faire un ng onDestroy. Tac, tac. Donc, on va l'implémenter en composant. Destroy. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, donc la première chose, c'est this.currentOps. Je veux une subscription. Hop, tac. Donc, this.currentOps.unsubscribe. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on va du coup transmettre cette information à la subscription? Bah, on va rajouter un pipe qui s'appelle le pipe takeUntil. Donc hop, takeUntil. Et ensuite, non, alors attends, c'est pas ça. Ah oui, non, c'est une observable. Alors en fait, il y a deux manières de faire. Donc ça, je vous ai montré la première ici, c'est donc du coup de onDestroy, on va directement unsubscribe. Donc ça fonctionne. L'autre option, donc, c'est de créer une autre observable. Et alors par exemple, letOps
2 égale. Alors, on va devoir la rendre accessible. Donc, new observable. Hop, tac, declare property. Et ensuite, donc, dans le pipe take until, on va lui dire, bah voilà, dès que this opt2 est nexté, et bah arrête de suivre notre observable. Et alors du coup, comment on va faire pour cette manière? Bah, dans le onDestroy, donc on va utiliser this opt2.next, tout simplement. Hop, attends. Donc, on sera capable de le nexter. Et à partir de là, en fait, et ben, notre pipe take until va pouvoir comprendre qu'il n'a plus besoin d'écouter tout simplement. Hop là. Donc ça ferait partie des pipes et on regardera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc là, on retourne sur notre shop component. Donc on voit qu'on a le shop header, le shop filter et la liste ici. Donc ici, on a la liste de produits. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va ajouter un produit aux cartes? Donc, on reprend Add to Cart. Et bien, tout simplement, en fait, donc là, ici, EL, ça va être notre produit. Donc, on va regarder dans les logs si ça correspond. Là, on voit bien qu'on a toutes les infos de notre produit. Donc, on pourrait même dire que c'est un product. Donc, on a importé l'interface product. Et en fait, à partir de là, on va tout simplement ajouter aux cartes, donc au panier, cet élément. Alors, comment on va faire pour justement modifier en fait la valeur de cet observable carte? Donc, alors, il y a quelque chose qui est très pratique avec notre behavior subject, c'est qu'on peut récupérer la dernière value. Donc là, en fait, sur cette ligne, je vais récupérer les items actuels dans le panier. Donc, mettons, si j'ai déjà 3 éléments dans le panier, j'aurai 3 items. À ces items, je vais pusher donc, le nouveau produit qu'on va ajouter. Donc, ça fait que là, si je tape items.length, ça me donnera donc 4 produits, donc 3 plus 1. Et on va tout simplement ensuite nexter, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est comme ça que je dis, notre variable carte. Donc là, on voit que si, par exemple, je décommande ça, normalement, c'est bizarre. J'en profite, tu as une question de Gaël. Oui. Quelle est la différence entre Behavior Subject et Replay Subject? Alors, je sais pas. Moi, j'utilise principalement Behavior Subject parce que je trouve que c'est vraiment le plus utile. Il y a beaucoup de subjects différentes, entre guillemets, qu'on peut utiliser avec RxJS. Le Replay Subject, honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais ça m'a l'air d'être effectivement dans le même état d'esprit. Ah oui, ok. En fait, le replay, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rejouer toute la scénographie qu'on va avoir depuis le début. Alors que le behavior subject, il va simplement nous renvoyer la dernière data. Donc, ce sera ça la différence, c'est que l'un va tout rejouer, alors que l'autre va simplement nous donner la dernière valeur. Donc, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc là, vous voyez, donc là, je suis sur RxJS, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et je vous invite fortement à y jeter un petit coup d'œil parce que voilà, ça va nous permettre de suivre vous allez pouvoir, donc si vous cliquez sur un des opérateurs, vous allez avoir une illustration de ce que ça a fait. Donc voilà, ça c'est... Il y en a qui sont plus explicites que d'autres. Il y en a, honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ils servent et qui peut les utiliser. Mais voilà, bon, il y en a, comme je vous ai dit, moi, il y a des bounce time que j'utilise beaucoup, en particulier pour les inputs, par exemple. Donc voilà. Alors, retournons à nos moutons. Alors, donc là,
Je suis bien embêté parce que ça devrait pas marcher, mais ça marche quand même. Donc, je vais regarder. Hop. Voilà. Ok, bon, bah là, forcément, ça ne marche plus, donc c'est bien. Je vais regarder comment est fichu le header. Donc, shop header. Cartitems.length. Hop. Cartitems.length. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que l'observateur est relié directement aux cartes qui va subscribe. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on va le modifier, ça va le modifier ici. Alors, donc, hop. Donc voilà, grosso modo, au niveau du header, comment on va récupérer la valeur du carte. Et ensuite, à chaque fois qu'on va y subscribe, donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je récupère une variable locale par rapport au composant que je trouve plus simple. C'est par exemple ici d'utiliser cartItem.next. On peut essayer autre chose qui reviendra au même en fait, c'est d'utiliser d'utiliser le pipe async. Donc là, normalement, hop, c'est pas c'est un privé, je vais la mettre en public. Donc là, en fait, le pipe async, il va à chaque fois se tenir informé de la dernière valeur variable du store et pouvoir nous le mettre à jour. Donc voilà, c'est une manière de faire. Les deux sont corrects. C'est soit vous voulez charger un peu plus le HTML et ça fait que derrière vous aurez un peu moins de code à écrire parce que du coup on n'a plus besoin de mettre cette partie-là. Soit derrière, c'est l'inverse. Vous préférez un peu charger le fichier script et décharger le HTML. Bon, ça, c'est une histoire de goût. C'est absolument comme vous voulez. En tout cas, les deux fonctionnent très bien. Donc voilà, là, on a bien la variable qui est subscribe et on voit qu'en fait, on la modifie depuis un composant qui n'a rien à voir et grâce à notre store, on peut récupérer les dernières variables. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc alors maintenant, mettons que j'ai envie de me connecter, donc au lieu de récupérer ces variables depuis codé en dur, j'ai envie de les récupérer via Firebase. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà dû utiliser Firebase. J'imagine que vous connaissez. Super. Alors, hop, je vais reprendre un petit snippet de code. Donc là, on peut faire un constructeur, hop. Firestar. Hop. Donc on récupère Angular Firestore, qui est un peu notre wrapper pour Angular. Hop. Pour Firestore, pardon. Et c'est parti. Donc on a. Alors attends, je vais récupérer nos products. Donc c'est sur une table Firestore qui s'appelle tout simplement product. Et ça en fait, donc Firebase, de base, il nous renvoie une observable. Donc ça, c'est assez pratique parce que derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on aime avec les observables. Donc hop, si je fais ça, get data from Firebase. Hop là. Donc là, je vais rajouter mon product store. Hop, donc on importe. Alors je crois qu'il va.
Tac, donc j'ajoute ça au module de Firebase. Sinon, bien sûr, ça ne va pas marcher. Provider, en l'occurrence. Tac, et Product Store. Donc là, si je get mes data from Firebase, donc on ne passe pas de data, on ne passe pas de paramètres, mais on peut tout à fait ici mettre par exemple, hop là, définir qu'on va récupérer. Donc ça nous permet d'avoir un code qui est quand même plus évolutif. Donc, je vais récupérer la table product. Hop. Et ensuite, une fois que j'aurai récupéré la table product, hop là. Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas pensé à vous dire, mais qui est très intéressante, c'est qu'en fait, on peut passer d'une promise à un observable, d'un observable à un promise. Donc là, je vais par exemple le tester avec un promise. Donc je vais tout simplement dire que this product. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé les promises, mais je pense que vous connaissez le modifieur async, asynchrone, qui nous permet en fait de récupérer, d'attendre que les datas soient chargées avant de les afficher. Donc ça c'est pratique. Donc qu'est-ce que je veux? J'ai besoin property price are compatible type number. Wow. Tac, ok, oui. Donc on va définir product. Voilà, donc on a nos produits. Alors on va voir si rien ne s'affiche. Donc product store ici, hop. Alors des fois effectivement il faut reloader l'app pour qu'elle nous affiche quelque chose. Alors pouvoir loguer les produits. Donc là, en fait, on va récupérer vraiment depuis une observable sur Firebase. On va tout récupérer. En fait, c'est les aléas du live coding. Je ne comprends pas bien pourquoi. Donc en fait, l'idée c'était d'avoir les produits qui se chargent. Alors attendez, si quelqu'un a une idée, fait du code ensemble. Hop là, on va remettre ça comme il faut. Donc ngRn init, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonction qui est générée à chaque fois qu'on va ouvrir à chaque fois qu'un composant va être créé en fait. Donc hop, on va lui dire de charger les produits. Et ok. Donc hop. Get data from Firebase product. Les produits. Hop. Donc là, en fait, c'est très étrange. Il semble que notre await ne va pas se déclencher. Donc, on va le faire normal. Donc, on subscribe. Voilà, parce qu'on est quand même là pour pouvoir les subscribe. Donc, je me connecte à. Hop là. Tac. 6.4. Je subscribe en fait, ce qui va me permettre de récupérer les datas. Et en fait, pour chaque data, je vais récupérer un row. Bon, là, j'ai un peu peur que ça déconne du coup. On va voir ça ensemble. Donc, alléluia, on a bien les produits qui s'affichent dans le log. Donc, on va pouvoir
voilà, on récupère, on attache ça à la variable locale, tout simplement. Donc là, voilà, on voit tout à fait que maintenant, on a en fait les datas qui sont sur Firestore. Et alors, la particularité de Firestore, c'est que les datas vont se mettre à jour à chaque fois en fait qu'on va les mettre à jour. Alors du coup, je vais aller faire un tour sur Firestore. Donc, hop, et je vais vous montrer en fait. Donc je vais sur la console, sur le projet qui m'intéresse, Malt Academy. Hop là. Donc je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent Firestore. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer là si je change le nom d'un de mon produit, par exemple, donc Shiba Dos, et ben on va voir dans les logs. Est-ce que le lieu du live coding? Ok, super. Et là, on voit qu'en fait, mes produits ont été mis à jour. Donc, on voit évidemment que dans l'interface, c'est là, le nom a changé. Je peux le changer encore. Encore. Et hop. Hop là. Hop là, voilà. Et voilà, donc là, on a vraiment les datas qui sont complètement synchrones et qui vont être en plus reliées à l'API. Donc, à chaque fois qu'il y aura une modification des datas, eh ben, je pourrais en profiter. Donc, il nous reste peu de temps, donc on va voir ensemble vite fait un pipe, par exemple, un opérateur RxJS. Donc, on va aller dans notre filtre, hop là, shop filter. Donc, en fait, là, on a mis en place un form control sur cet input, donc que j'ai appelé email, mais qui est pas forcément un email, qui vous voyez là, donc dans les logs, à chaque fois que je tape une lettre, ça change la valeur. Donc, sachant que si en fait à chaque fois qu'on changeait une lettre, il fallait faire un call à l'API, bah, vous voyez là, ça fait déjà 40 calls, donc c'est pas terrible. Donc, on va tout simplement rajouter le fameux pipe debounce. Hop là. Donc, voilà, là, vous voyez, vous avez l'observable ici, et avant le subscribe, vous faites un point pipe et un petit debounce time de 500 millisecondes, par exemple. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je mets 20 lettres, elle m'en prendra que ceux qui sont dans la tranche, une seule par tranche de 500 millisecondes. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop là, donc là, j'écris, pour le moment rien. Hop, j'arrête et ça me met la dernière value. Donc c'est très pratique. Si par exemple je cherche Père Noël, hop là, j'ai tout de suite la valeur qu'il me faut et ensuite ça me permet d'aller faire la requête comme il faut. Voilà, donc on a vu comment on pouvait partager la data entre les différents éléments les différents composants de votre application. Et ça, je vous engage vraiment à faire des composants qui sont indépendants et qui, de fait, auront besoin d'utiliser les observables. On a vu comment on pouvait utiliser les observables pour récupérer les datas depuis, par exemple, Firebase. Et on a vu comment on pouvait, grâce, par exemple, à debounce time et d'autres opérateurs RxJS, optimiser notre code pour que, du coup, on ait besoin de faire moins d'efforts de code, entre guillemets, pour avoir des résultats tout aussi satisfaisants. Et ça, c'est vraiment très important. Et voilà, surtout si on veut faire du code à l'échelle, on aura besoin de ça. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, j'espère que la présentation a été le plus claire possible. Évidemment, on est développeur, on n'est pas forcément speaker. Mais voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et voilà, donc si vous en avez d'autres qui me viennent, bah, n'hésitez pas à me les transmettre par mail ou à les transmettre à Faustine. Oui, normalement, ton email sera ajouté dans l'email de suivi du webinaire. Ok, d'accord. Alors, merci encore Jérémy, merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents pour ce webinaire. Et si vous-même, vous voulez un jour devenir speaker pour une Malt Academy, n'hésitez pas à aller sur le site maltacademy.com, donc malt-academy.com, et vous pourrez donc appuyer juste sur le bouton Become a Speaker et nous envoyer un petit formulaire pour regarder les sujets que vous avez proposés.
Voilà. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci Jérémy. Merci.